Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 8 décembre 2021. Avant de débuter, comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et ce matin, sur les marchés, très clairement, une pause s'impose après avoir connu plusieurs séances de forte hausse. Les marchés lèvent le pied. Globalement, hier, Wall Street a très clairement fini en forte hausse, alors que les craintes sur le variant Omicron se sont un peu apaisées et que les investisseurs se sont essentiellement tournés massivement même vers les grandes valeurs technologiques et les fabricants de semi-conducteurs. Donc, sur le plan sanitaire, encore une fois, euh, les investisseurs ont été rassurés par des informations sur le variant Omicron, considéré plus contagieux que le variant Delta, mais ne représentant pas de gravité particulière, comme l'avait déclaré encore une fois le spécialiste des maladies infectieuses, Anthony Fauci. Derrière, tous les secteurs majeurs du S&P 500 ont fini dans le vert et celui des technologies et de l'information a même enregistré une hausse de 3,5%, soit son plus fort pourcentage de progression quotidien depuis le 9 mars dernier. Donc pour l'instant, on constate très clairement que le variant Omicron, certes, est présent, mais n'inquiète pas les investisseurs sur les perspectives à venir en termes de croissance, voire de ralentissement économique. En tout cas, c'était les craintes que les investisseurs avaient ces dernières semaines avec des restrictions fortes et les déclarations rassurantes de plusieurs spécialistes eh bien, mettent de côté ces craintes et derrière, on a un rebond. On regardera ça dans la partie graphique, mais on est quasiment sur un espèce de rebond et de reprise haussière, très clairement en V-bottom sur l'ensemble des indices. Ce matin, néanmoins, forcément, on marque un peu une petite pause en Europe, légère baisse, légitime, j'ai envie de dire, une pause quand même après 2 séances de forte hausse qui ont permis aux indices d'effacer les pertes enregistrées lors d'une semaine un peu chahutée précédemment par le fameux variant Omicron. Globalement, les actions européennes ont terminé hier sur une nouvelle séance de forte progression à la faveur, encore une fois, de statistiques supérieures aux attentes et d'informations venant des quatre coins du monde rassurantes sur le variant Omicron, qui ne causerait pas, en tout cas, de symptômes graves selon les experts. Maintenant, en plus d'informations sur le variant, les investisseurs aussi attendent également d'en savoir un peu plus, encore une fois, sur l'évolution de l'inflation aux États-Unis. Alors, le principal catalyseur de la semaine, ce sera vendredi avec les chiffres mensuels des prix à la consommation qui seront publiés à 14h30 et qui pourraient, encore une fois, alimenter le débat sur le resserrement monétaire de la Fed avant sa réunion de la semaine prochaine. Donc là aussi, avant de boucler l'année, on a quand même une réunion importante, celle de la Fed, mais honnêtement, je vois mal la Fed venir gâcher la fête à quelques semaines de la fin d'année. Donc là, les performances sont plutôt belles, bonnes, encourageantes. On a eu une année quand même extraordinaire avec d'excellentes performances sur l'ensemble des indices et je vois mal la Fed venir plomber l'ambiance à quelques semaines de la fin et venir plomber le moral aussi des investisseurs et les mettre un peu en panique juste avant les fêtes et avant d'entamer l'année 2022. Donc, très clairement, à mon avis, on aura des propos qui seront très. Les investisseurs vont certes scruter les propos de Jérôme Powell, mais je ne pense pas qu'on aura de déclarations très importantes de la part de la Fed. Au contraire, on va s'attendre plutôt à des déclarations
un peu plus hawkish, très clairement, notamment sur le fait de le resserrement de politique monétaire et notamment sur la hausse des taux et le tapering, mais à partir de l'année prochaine. Là, les banquiers centraux ont bien vu qu'il ne fallait pas grand-chose quand même au marché financier pour décrocher. Donc je les vois mal en plus venir rajouter de l'huile sur le feu pour alimenter les craintes qui commencent peu à peu à se dissiper. Généralement, ils vont vouloir être un peu rassurants, garder le même état d'esprit qu'ils ont adopté depuis maintenant plusieurs semaines, mais je ne m'attends pas à des annonces particulières qui pourraient créer de la panique, en tout cas, sur les marchés. Maintenant, le marché suivra aussi aujourd'hui, côté macro, les annonces de la politique monétaire de la Banque du Canada à 16 heures. Côté graphique, enfin du moins côté macro, ici nous avons un graphique représentant le bilan des banquiers centraux par rapport au Nasdaq. Le Nasdaq s'est envolé hier. Encore une fois, c'est l'indice qui surperforme. Donc, il continue de surperformer cette année. Néanmoins, le changement de position de la Fed rendra forcément les gains difficiles pour les valeurs technologiques. Là, on voit quand même que l'expansion du bilan de la Fed, de la BOJ et de la Banque centrale a quand même bien aidé le Nasdaq à atteindre des niveaux un peu stratosphériques. Donc forcément, le ralentissement de la croissance des bilans fait la différence à chaque fois. Néanmoins, l'indice reste quand même assez solide, mais encore une fois, on voit qu'il y a quand même une certaine corrélation. Le bilan ici des trois banques centrales était passé à 15 000, enfin, du moins avant le Covid, on était quasiment à pas loin des 15 000 milliards de dollars et il a explosé pour atteindre les 25 000. À L3, en l'espace de 16 à 18 mois, elles ont injecté quand même 10 000 milliards de liquidités sur les marchés. Donc ne soyez pas étonnés de la hausse du Nasdaq, mais c'est la même chose pour le S&P. En parallèle, on a quand même eu des buybacks, donc les rachats d'actions. Ça, encore une fois aussi, ça dope les actions américaines puisqu'on est sur des records. Le précédent record datait de 2018 et aujourd'hui, les sociétés américaines ont annoncé plus de 1000 milliards de rachats d'actions. Forcément, ça a aussi boosté les valeurs technologiques. Donc là, 2022 risque d'être un peu plus compliqué. Comme je vous le disais, on a les prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation qui va tomber vendredi. Donc pareil, ça va permettre de prendre la température et de savoir comment la Fed va procéder derrière dans son resserrement de politique monétaire. Et bien évidemment, si on commence à dégonfler le bilan, forcément, les marchés pourraient ne pas apprécier cette démarche. Après, deuxième élément à suivre sur le Nasdaq, qui selon moi est capital, c'est l'évolution des taux, et du moins des rendements obligataires. Vous avez bien vu qu'à chaque fois que le Nasdaq a décroché durant l'année 2020, c'était qu'on a eu une accélération des rendements obligataires, notamment le 10 ans. Donc là, pareil, ce sera des éléments à suivre, notamment si la Fed prévoit une, voire deux, voire potentiellement 3 hausses de taux, voir le comportement forcément derrière sur les rendements obligataires américains. Mais le Nasdaq est essentiellement drivé aussi par les rendements obligataires. Donc si on a une trop forte accélération, eh bien à chaque fois, comme vous avez pu le voir, l'indice a un peu perdu pied. Maintenant, autre élément que j'avais oublié aussi, c'est que les banquiers centraux vont quand même, selon moi, continuer à faire tourner la planche à billets, très clairement. En 2020, ils ont fait tapis et on regarde quand même que depuis 2021, on avait ici le bilan, on a atteint les 25 000 milliards de dollars. Bon, on a débuté l'année, on était aux alentours de 22 000, 23 000. Donc, tout au long de 2021, les banquiers centraux, discrètement, ont quand même injecté à eux3 2500 milliards de liquidités en plus sur les marchés. Ce n'est pas rien. Donc là, très clairement, si les marchés perdent pied, forcément, ils seront obligés, une nouvelle fois, de déverser un peu d'argent magique pour éviter le pire. Là, c'est le graphique concernant la
la hausse de taux de la Fed et les marchés tablaient sur une hausse de taux globalement à partir de juillet, voire juin. Et depuis peu, on a une forte accélération et les Fed Funds parient, en tout cas, sur une hausse de taux à partir de mai 2022. Donc la première hausse de taux, ce serait durant la réunion de la Fed en mai 2022. Actuellement, on est sur une probabilité, selon eux, autour de 70%. Donc c'est quand même une bonne stat. Il y a quelques mois encore, on était à peine à 10%. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. La hausse des taux va arriver. Maintenant, c'est une question de temps. Donc, selon les marchés, première hausse de taux à venir en 2022. Encore une fois, ça va être intéressant de suivre l'évolution de ce graphique vendredi avec la publication des chiffres mensuels des prêts à la consommation. Donc là, pareil, c'est quand même un indicateur clé que regarde la Banque centrale américaine pour justement ajuster le tir derrière et savoir en fonction de la stabilisation ou au contraire d'une nouvelle accélération de l'inflation, eh bien, procéder à un resserrement monétaire et en parallèle, peut-être prévoir une hausse de taux avant mai 2022. Côté graphique, on plonge un peu ce matin, finalement. On était dans le vert en début de séance pour le CAC. On repasse bien dans le rouge. On est monté un peu haut, un peu fort, un peu vite. Les marchés, c'est vraiment de l'excès à chaque fois. Alors peut-être ici qu'on a eu un excès baissier, mais là on a fait quand même une séance sur du vent. On a pris 3% quasiment sur du vent. On a peu de grosses news. C'est l'une des hausses les plus importantes de l'année sur le CAC 40 et sur zéro news. Juste, bon, les craintes se sont un peu dissipées, mais globalement, on était déjà bien perché et l'indice s'est quand même offert le luxe de prendre 3%. Bon, on est dans une séance flux. Il y a une bougie flux, enfin une séance. On est dans une reprise en flux. Je pense qu'il faut quand même continuer à chercher des achats et ne pas céder au syndrome du FOMO. Maintenant, certains ont peut-être tenté quelques ventes, pourquoi pas. Je pense tout de même qu'il faudra chercher des achats dans le sens de la tendance. Donc aux alentours des 7000 points pour repartir en direction de nouveaux records potentiellement. Maintenant, là, en données 4 heures, bon, le marché a besoin de souffler, très clairement. Je verrais mal le marché complètement retomber en direction des 6009. Pas tout de suite, dans l'immédiat. J'ai plutôt envie de chercher des achats, mais sur repli. Là, comme je vous le disais, je trouve qu'on est monté un peu haut, un peu vite. Il y a un peu un effet élastique qu'on retrouve ici entre la kit jaune qui se met à plat et la Tenkan qui part toute seule. Donc, pourquoi pas de nouveau se repositionner vers les 7000 points à l'achat. En tout cas, pour moi, ça me semble être une bonne stratégie. On a vraiment un beau flux haussier. Bon, sur repli. Je pense qu'il faut chercher à se repositionner maintenant dans le sens de la tendance, mais sur des niveaux de support et sur tous les replis. Donc là, on avait quand même, il y a un premier niveau qui arrive qui me paraît intéressant, ça reste les 7020 points. Si on pouvait avoir un petit excès sur les 7000, ce serait parfait. Voilà. Voilà ma stratégie actuellement sur le CAC. Ça reste haussier. Je ne vois pas un retournement de marché. Très clairement, quand je vois la hausse qu'on a eue au cours des 2-3 séances, juste comme je vous le disais, on est dans un flux haussier maintenant. On a inversé la dynamique baissière et le marché est simplement monté un peu trop haut, un peu trop vite, un peu trop fort. Donc, normal d'avoir une respiration. Le niveau des 7000 avait quand même bien fait le job avant que ça lâche ici. Voilà pourquoi je trouve que chercher des achats sur ce niveau pour essayer de repartir dans le sens du flux me paraît en tout cas opportun. Le DAX, peut-être que certains d'entre vous ont vu la divergence qui s'est déclenchée
ce matin. Donc là, pareil, voilà pourquoi j'estime qu'on peut avoir un repli un peu plus conséquent. Donc là, effectivement, on vient taper un premier niveau. J'aimerais bien que le DAX aille un peu plus bas. Je ne me montre pas aussi optimiste. Je sais que normalement, les divergences, c'est 50% de retracement de la dernière vague de hausse. Bon, ça renverrait le DAX à 14 000, 15 465. Honnêtement, ça me paraît ambitieux, vraiment, et je ne crois pas en ce scénario. Peut-être que je me trompe, mais quand je vois le gap et les bougies flux qu'on a eues juste ici, surtout celle-là, j'ai du mal. Ensuite, le deuxième élément qui me fait douter, c'est potentiellement la cassure Tenkan-Kijun qu'on est en train de faire en données hebdomadaires. Donc là, je verrais plus un retour sur la Tenkan vers les 15 650 plutôt de voir un marché clôturé carrément là-dessous. Donc, affaire à suivre, mais là, on est quand même déjà sur un setup comme celui-ci de cassure Tenkan-Kijun et le sentiment plus que le marché a les capacités d'aller chercher une nouvelle fois les 16 000 points. Donc, pas de précipitation. Je surveille quand même ce niveau en clôture, mais je trouve qu'on est déjà sur un beau setup en données hebdomadaires. Donc là, divergence pertinente, un repli à venir, mais peut-être plus sur les 640. Vous voyez, le niveau de 50, revenir tester le niveau de 50. 650, 646. Voilà, là on a un beau niveau avec notre Tenkan hebdomadaire. C'est plutôt ce niveau-là qui va m'intéresser pour ensuite chercher de nouveau des achats dans le sens du flux. Là, on donnait 15 minutes. Bon, c'est en train de tomber actuellement. Mais bon, peut-être 38,2 au mieux. On a une belle divergence, elle a bien fonctionné. J'espère que certains ont pu la prendre ce matin. Mais je suis pas aussi, d'habitude, je vous aurais dit oui, 50% de retracement de la dernière vague de hausse. Là, je suis pas aussi certain qu'on va avoir un tel retracement sur l'indice allemand. Le Dow Jones. Le Dow Jones, pareil, il est en train de nous faire un V-bottom, en fait, c'est ce que je vous disais. On a tracé les 61 bits, mais on est reparti comme en 40. Je m'attendais à une correction, à un repli à venir sur ce niveau. Je vous avais dit, s'il y a un chantier de retournement, visez le comblement du gap, mais l'indice ne lâche rien et j'ai le sentiment qu'on part dans un V-bottom. Donc quand je vois une reprise en V-bottom, comme sur les indices européens, je suis plutôt intéressé pour chercher des replis sur zone pour profiter de ce flux. Et effectivement, pour l'instant, à voir où est-ce qu'on va ouvrir, sur quel niveau, mais je pense qu'il faut continuer à chercher des achats sur repli et arrêter les ventes. Car là, on a quand même cassé le niveau des 61,8 de Fibo, très clairement. On pourrait revenir pullbacker avant de repartir. Mais on est vraiment dans un scénario comme ici, tac, tac. Le Dow Jones est très fort pour faire ça à chaque fois. Boum, V-bottom. Tac, ça chute. V-bottom, ça repart. V-bottom, V-bottom. De nouveau ici, pareil ici. Et là, à chaque fois, c'est la même chose sur l'indice américain. Voilà pourquoi j'estime qu'il faut lever le pied sur les ventes, au contraire, et plutôt chercher des signaux d'achat sur repli. Car j'ai vraiment le sentiment que le Dow Jones est prêt une nouvelle fois à tout arracher et partir pleine balle en formant un V-bottom. Allons voir un peu la tête des futurs. Ouais, on lâche pas grand-chose sur les futurs. Autant l'Europe, on cède un peu du terrain, mais sur les futurs, la clôture est belle. La clôture est belle et effectivement, quand je vois ce pattern ici qui est en train de se former, eh bien, je pense que la meilleure solution, c'est d'attendre, si possible, un retour ici, hop, pour se repositionner avec un stop loss plus bas, pour aller chercher un peu plus haut. Et ainsi de suite. Là, en données 4 heures, c'est pareil. Pour l'instant, je trouve qu'on est un peu haut.
très éloigné de la Tenkan. Donc j'attendrai au moins un retour sur ce niveau pour qu'on vienne chercher notre Tenkan, petit changer de retournement pour profiter de nouveau du flux en fait haussier qui est en train de s'installer maintenant depuis plusieurs séances. Bon, là on est en train de corriger doucement, pareil. On a une belle zone. Voilà, j'aime bien la MM50 horaire qui remonte, notre Tenkan 4 heures. Et je considère que le Dow Jones, si vous cherchez des achats, eh bien attendez un retour dans cette zone pour vous positionner dans le sens du flux. Le Forex, c'est complètement mort ce matin. Il se passe vraiment pas grand-chose, c'est très mou. L'euro-dollar très rapidement, mais en fait, rien n'a changé sur cette paire. Le support tient bien, donc toujours dans le milieu de range, mais absence de volatilité totale, léthargie assez profonde sur l'euro-dollar. Et pour l'instant, rien n'a changé. Vous connaissez le plan, il n'a pas bougé, c'est toujours le même, stratégie de ping-pong entre les deux bords. Donc ici, pour moi, rien à faire. J'attends de nouveau l'euro sur les 1,1370 pour lui taper sur la tête. Sinon, venir trouver des achats sur la borne basse du range. Et là, depuis maintenant une semaine, j'espère qu'on va avoir un peu plus de flux avec l'indice des prix à la l'indice des prix à la consommation qui est censé tomber, qui va tomber vendredi à 14h30. Mais sinon, malheureusement, on n'a pas réussi à enfoncer le support en clôture. Là, on a fait une belle mèche, c'est reparti. Il faut une clôture sous ce niveau pour espérer aller chercher la borne basse. Mais pour l'instant, je reste à l'écart. Laissons la bataille des acheteurs et des vendeurs se faire et vous tâchez d'intervenir uniquement sur les niveaux clés. L'AUD-USD, ça rebondit bien, soutenu par les annonces en début de semaine de la RBA. Finalement, j'étais un peu frileux. Je vous disais que la zone avait cassé. J'avais prévu de vous proposer une stratégie de rebond sur cette zone. Quand j'ai vu qu'en fin de semaine, la zone était enfoncée, je n'étais pas aussi serein. Donc, je me suis montré plus prudent et j'ai annulé le plan début de semaine. Bon, tant pis, finalement, le marché a bien rebondi. On reste dans une dynamique baissière. Donc là, il faut laisser le rebond se terminer et procéder de nouveau à des ventes vers les 71-75. Ça va être la stratégie à surveiller. Pour moi, ça reste baissier. La bougie mensuelle, elle n'est pas belle. Et on est en train d'effectuer le pullback. Donc je pense qu'on peut aller chercher encore un peu plus haut, mais qu'il y a vraiment de la place pour aller chercher plus bas. Là, quand je vois cette bougie, pour moi, il y a eu un signal baissier à moyen long terme. Donc pour l'instant, on est sur un rebond. Laissons le rebond se terminer pour de nouveau procéder à une vente sur l'AUD-USD. Là, à voir comment la Kijun, si elle vient un peu se mettre à plat par ici. Pour l'instant, c'est trop tôt. Là, on a la zone, elle est ici. C'est 0,7170, 0,7216. C'est une zone assez large, mais c'est un gros niveau. Maintenant, en données 4 heures, pareil, si le nuage twist, on peut potentiellement anticiper la borne haute du range qui se situe ici. Voilà, clairement. Qui va se situer par là. Pour l'instant, ça tient. C'est trop tôt selon moi, je l'attends plus haut. Je l'attends plus haut. Rien à signaler en données horaires, il faut laisser la hausse se terminer. Je repasse en données 4 heures, j'ai l'impression d'avoir raté un élément clé. Non, le nuage n'est toujours pas twisté. Peut-être en données daily. Bon. En données weekly, je sais pas. Ah oui, c'est en données weekly, effectivement. Bon, revenir tester la MM200, pourquoi pas. Effectivement, on a un bon niveau. En tout cas, c'est une belle zone. C'est une belle zone et je pense qu'il faut de nouveau revendre cette dynamique baissière.
Surtout si ici, c'est un peu un drapeau qu'on a eu. Dans ce cas-là, si on reporte le mât, on va aller bien plus bas. Et voilà la stratégie à surveiller cette semaine ou en début de semaine prochaine. Tenter de revendre une nouvelle fois le rebond de l'AUD-USD, mais sur zone. Côté Forex, j'ai vraiment pas d'autres paires à vous présenter. Je surveille toujours l'euro-yen, ma foi, qui me semblait intéressant cette semaine, avec ce plan qu'on a eu qui s'est déclenché. Là, la sur Tenkan qui jaune, bon, ça repart un peu. Le stop loss, pour moi, est juste au-dessus du nuage, vers les 128,60 et quelques. Pour l'instant, c'est pas invalidé. On reste sous la zone, 128,60. Ok. Ouais, vraiment minimum 128,60. Mais j'ai l'impression qu'on est sous la zone en fait. Enfin, on reste sous la zone, on est dans une dynamique baissière toujours. Coiffé par notre Tenkan. Bon, pour l'instant ça tient. J'espère juste que ce chandelier va être invalidé ici. Je vous disais qu'on avait l'avalement haussier, mais je n'étais pas convaincu. Quand je vois la bougie qu'on a eue hier, ce fameux doji, bon, finalement, le marché n'a pas l'impression n'a pas envie de payer en tout cas. Après, on a quand même eu une forte accélération baissière. Ici, c'est vrai qu'on est quand même en pleine accélération baissière, mais là, on se stabilise. Je pense qu'on pourrait aller visiter quand même, comme je vous le disais, TP1 ce niveau et au moins aller chercher en TP2 ce niveau-là. Petit trade à court terme. Le gold. Le gold, très clairement, je reste à l'écart. Pas de plan de trading et j'attends la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis vendredi. Logiquement, à chaque fois, on a quand même une belle réaction du métal jaune. Pour l'instant, je trouve que vendre ou acheter, c'est un peu risqué avant cette publication et on devrait avoir un flux normalement après cette statistique. Donc, à partir de vendredi, le gold, on devrait avoir de l'action, généralement. Ça avait déclenché un flux, la dernière fois que la stat est tombée, c'était au mois de novembre ici. Ça avait quand même déclenché un beau flux haussier derrière. Pourquoi pas renouveler l'exploit une nouvelle fois. Là, j'ai l'impression que le marché tente des achats. Mais si on peut sauver la zone et faire la clôture hebdomadaire au-dessus de la zone, ce serait déjà un bon point. Donc là, en données 4 heures, on est quand même toujours sous la zone. Pas mal d'obstacles, surtout en données daily. Mais globalement, j'aimerais qu'on repasse au-dessus des 1800. Voilà. Si on repasse au-dessus des 1800, ce serait vraiment un bon point pour le métal jaune. Maintenant, reste à savoir comment les marchés vont interpréter et digérer la stat de l'inflation vendredi. Mais effectivement, ici, on avait eu une belle accélération. Après, dommage, c'était retombé. Mais peut-être que cette fois-ci, le gold va jouer son rôle de couverture face à l'inflation, étant donné qu'il ne l'a pas fait durant toute l'année 2021. Donc, allons-nous un jour avoir une réaction du gold? Affaire à suivre, mais en tout cas, attendez-vous quand même à pas mal de volatilité. Voilà, pour l'instant, pour moi, j'ai pas de plan. On peut très bien retomber sur les 1750. Donc, dans ce cas-là, il faudra procéder à des achats sur ce niveau. Mais sinon, attendre vraiment la fin du range dans lequel on évolue depuis 2-3 semaines, juste ici, là. Et enfin, de se libérer des gros obstacles pour enfin repartir de l'avant en direction des 1830-1851. Le Brent. Le Brent, on est vraiment arrivé sur ma zone.
Et je pense que tenter quelques ventes, ça peut être judicieux. Voilà. Si on se met en données hebdomadaires, on est sur le pullback du canal. Donc, on est ici, on a quand même un niveau de résistance qui n'est pas, qui est quand même assez important, couplé avec notre Tenkan, notre Kijun. On est venu chercher au pips près, enfin au pips, au dollar, au centime de dollar près, ce niveau. Et je pense que on peut tenter quelques ventes agressives. Peut-être que certains ont tenté, mais à vite protéger. Car là, pour moi, c'est neutralité. Si on repasse sous les 70, c'est correction plus profonde à venir. Si on fait une bougie flux qui me casse Tenkan Kijun, bon, ben, on repartirait comme ici. Et là, en plus, Tenkan et Kijun sont à plat. Donc là, le setup est vraiment parfait. Et si on casse, je pense qu'il faudra de nouveau chercher des achats. Maintenant, je vous disais range. C'était aussi un des scénarios à venir. Dans ce cas-là, je considère qu'on a eu la borne haute du range ici. Et donc, tenter des ventes, mais à protéger très rapidement, ça peut être intéressant. Et là, effectivement, de nouveau, on est sous le nuage et notre plat Kijun Daily, lui aussi, vient faire obstacle. On a quand même un très gros niveau. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur la borne haute du range. Ça hésite. On a déjà eu un premier petit avalement baissier. Là, on fait quand même des doji. Bon, pourquoi pas tenter quelques ventes avec un stop juste au-dessus pour aller chercher très rapidement 73,25, mettre à break-even. Pourquoi pas un peu plus bas. En tout cas, c'est un niveau maintenant, pour le coup, je n'avais pas envie de vendre le pétrole. Je voyais le puissant rebond qu'on était en train de faire. Je disais qu'il fallait attendre la borne haute du range. Et là, à mon avis, on est sur une zone chaude. Un point clé. Pourquoi pas tenter des ventes agressives, mais à protéger très rapidement sur le pétrole. En tout cas, on est vraiment sur un gros niveau de prix. Et la clôture hebdomadaire en dira long sur la suite. Soit on part dans le range, soit on casse les deux niveaux. Dans ce cas-là, on repartira sur des achats la semaine prochaine. Le light, c'est la même chose. À mon avis, le range, il est ici. Voilà, c'est la même chose. Mais je préfère la dynamique du Brent. Car effectivement, le beau gros niveau, il est au-dessus. Si je veux m'en donner deux, vous voyez, notre Tenkan Kijun couplé à notre oblique, c'est juste au-dessus, c'est un peu plus haut. Alors que sur le Brent, on est déjà dessus. Vraiment, on le travaille. Et donc, pareil, un léger repli me paraît légitime après une hausse de 7% depuis le début de la semaine. Depuis le point bas, on a fait quand même une très belle hausse. Donc, une pause serait de nouveau envisageable et une légère correction. Néanmoins, je préfère la structure graphique du pétrole Brent. Je trouve qu'on est plus propre, on a un beau canal haussier, on est pullback sur zone horizontale, borne basse de canal, potentiellement range à venir. Donc vraiment un pivot clé ici que les vendeurs vont tenter de défendre. Le Bitcoin. Bon, il se passe rien. Sur le BTC, c'est vraiment le calme plat. J'espère juste qu'on n'est pas dans un pullback avant de repartir en direction du sud, très clairement. Ça reste fragile pour le BTC. Pas de plan pour moi. Je surveille en fait le BTC futur aussi. J'arrive à vous le montrer. Voilà, en fait, on a ouvert avec un gap baissier ici. Et derrière, vous voyez, hop,
On est revenu le combler, ça retombe. Donc, à suivre, mais j'espère que la hausse qu'on a eue hier n'était pas justement due à venir combler ce gap avant de repartir plus bas. Ce serait vraiment dommage. Néanmoins, comme je vous le disais, le garant reste l'AMM 50 weekly. Donc là, sur les futurs, il y a un beau niveau. C'est pas la même chose sur le cash, mais on a un bon niveau, MM 50 plaqué jaune, donc ça tient pour l'instant. 50% forcément. Donc là, on est quand même sur le bon niveau. Dégradation de la dynamique haussière si on clôture sous 47 000. Je m'attends à ce qu'on aille revisiter les niveaux de support. Ma foi, si ça tient et qu'on clôture au-dessus des 53 000, on pourrait avoir un redémarrage haussier. Les supports, c'est bien. On dit souvent, bon, il faut préserver les gros niveaux de support. Certes, c'est bien, mais dans une dynamique haussière, c'est mieux de casser des résistances. C'est bien beau d'avoir des gros niveaux de support hebdomadaires, mensuels, pour intervenir dessus, mais derrière, si on ne casse pas les résistances, comment voulez-vous qu'on reparte de l'avant? Ça veut dire qu'on manque d'essence, qu'on manque un peu de carburant, que les acheteurs ne sont plus autant présents qu'avant. Donc là, pour moi, il y a vraiment une zone de neutralité. Je vais repasser sur le vrai BTC. Et dégradation baissière si on clôture sous ce niveau. Et j'envisage un redémarrage haussier si on break à la hausse les 53 000. Et pour l'instant, range. Pas de point de trading, pour moi, rien à faire. Range, j'attends que l'horizon se dégage, car je reste quand même plus prudent maintenant sur le BTC, notamment quand je vois la baisse qu'on a eue ici. Bon, aller sur des crypto-monnaies qui surperforment. Il y a des belles cryptos qui ont quasiment déjà repris toute la baisse, mais le BTC, pour l'instant, bat de l'aile, très clairement. Il a du plomb dans l'aile. Il va rebondir un jour tôt ou tard, c'est sûr, mais il n'y a pas d'action, en tout cas. Pas d'action, c'est quand même important de le suivre, car effectivement, si on se tape de nouveau une purge de 10% derrière, il y aura aussi du nettoyage. L'Ethereum. Bon, l'Ethereum, toujours aussi solide, rien à dire, range. Lui, il m'inquiète pas trop pour le coup. On est en train de retomber. Mais le range, il faut continuer à travailler le range. S'il retombe, je pense toujours chercher des achats dans la zone. Bon, là, on est en train de faire une rotation partielle. On retombe sur le milieu sur la borne basse. Dans ce cas-là, tenter de travailler une nouvelle fois à l'achat cette zone. Néanmoins, la dynamique reste quand même beaucoup plus propre. Hein. Les deux sommets là sont préservés. Pour l'instant, rien de dramatique, au contraire, mais énorme phase de consolidation dans ce range. Donc, encore une fois, je pense qu'il faudra procéder à un ping-pong entre les deux bornes. Donc là, pareil, si on cède un peu du terrain, pourquoi pas venir chercher cet oblique dans les prochains jours et tenter de nouveau des achats proches de l'oblique, proches de la borne basse, d'ici le milieu, voire la fin du mois de décembre. En données 4 heures, rien d'intéressant, on est doucement en train de retomber, mais c'est pas alarmant, si vous voulez mon avis. Pour l'instant, c'est pas alarmant. Ce qui m'inquiéterait, ce serait effectivement une clôture weekly sous les 3900. Là, ce serait douloureux pour l'ensemble des crypto-monnaies, je pense, parce que ça veut dire que le BTC irait bien plus bas et que l'Ethereum pourrait retomber, pareil, sur des niveaux, retomber sur des gros niveaux de support, mais ça dégraderait vraiment l'ensemble des crypto-monnaies. Donc pour l'instant, l'Ethereum reste très fort, d'autres cryptos restent très fortes aussi. Juste le BTC qui casse un peu l'ambiance, je trouve.
Mais bon, peut-être qu'on va avoir une légère sous-performance du BTC au profit d'autres altcoins, justement, que derrière, à un moment donné, ça va repartir. Mais pour l'instant, il n'y a pas de gros niveau d'alerte. On a quand même, si on avait eu toutes les cryptos qui avaient lâché, qui avaient enfoncé les gros niveaux de support, là, je vous dirais, revenez un peu cash sur les cryptos, attendez que la poussière retombe, laissez le marché finir sa purge. Mais le fait qu'on ait juste le BTC et les grosses cryptos comme le Binance Coin, Solana, Ethereum qui ont quand même tenu des gros niveaux, je me dis que le marché devient en fait de plus en plus sélectif et considère maintenant que certaines crypto-monnaies ont plus de poids que d'autres et sont peut-être plus légitimes. Ça, c'est un élément plutôt rassurant et qui nous dit faut être sélectif dans les cryptos. On avait eu un pump sur les shitcoins. Maintenant, faut arrêter d'aller chercher des cryptos spéculatives, mais au contraire commencer, comme sur les marchés actions, aller chercher des cryptos dans le gaming, les métaverses, pourquoi pas la défi, mais là où il y a du flux, aller sur les cryptos où la tendance est belle, où on a la plus belle tendance, la plus forte dynamique, revenir dessus. Et en fait, il y en a pas mal, et effectivement, elles ont quasiment effacé toutes leurs baisses. Et les meilleures cryptos ont déjà effacé toutes leurs baisses. Donc, ce qui montre à quel point, quand même, le marché n'est pas non plus, ne jette pas tout par la fenêtre. On a connu des phases où il y a tout qui purgeait, toutes les cryptos étaient dans le rouge, on enfonçait tout, et même certaines cryptos très intéressantes tombaient. Alors que là, dans cette purge, certaines sont tombées, ça c'est légitime, mais d'autres ont bien résisté et d'autres ont même ravalé toute la baisse. Donc, ce qui montre quand même qu'on a un marché qui n'a pas non plus envie de tout jeter par la fenêtre, mais qui se montre sélectif dans le choix d'investissement des crypto-monnaies. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.